Il y a des histoires qui ne se comptent pas en siècles, mais bien en millénaires. Une histoire gravée dans les roches du Sahara, portée par les vents de l'Atlas et chuchotée dans une langue qui a survécu à d'innombrables empires. C'est l'histoire des peuples autochtones d'Afrique du Nord, une civilisation qui a façonné cette région bien avant l'arrivée de Rome ou de Carthage. On plonge aujourd'hui dans le récit fascinant du peuple amazigh. Pour commencer, tout part d'un nom. Un nom qui est, en soi, une véritable déclaration d'indépendance. Amazir. Ça signifie personne libre ou personne noble. Ce n'est pas juste une étiquette, non. C'est l'essence même d'une identité qui a été forgée à travers les âges. C'est un peu le fil conducteur de toute leur histoire. Et ça nous amène à la question vraiment centrale de cette analyse. Comment est-ce possible pour une culture non seulement de survivre, mais de conserver son caractère unique face à une succession quasi ininterrompue de puissances mondiales? C'est ce mystère, cette incroyable résilience qu'on va essayer de décrypter. Pour comprendre cette endurance, il faut remonter loin, très très loin. Les racines de l'identité amazigh, elles plongent littéralement dans les sols préhistoriques de l'Afrique du Nord. On parle d'une époque bien avant les royaumes et les empires que l'on connaît. Cette chronologie donne le vertige. Elle nous donne une idée de la profondeur de cette histoire. On remonte à 25 000 ans avant notre ère avec la culture ibéro-maurusienne. Des chasseurs-cueilleurs experts qui ont jeté les toutes premières bases. Et puis, on fait un bond énorme jusqu'à environ 9500 avant notre ère, et là, on voit émerger la culture capsienne. C'est vraiment à ce moment-là que les contours de la future civilisation amazigh commencent à se dessiner plus clairement. Les vestiges de cette civilisation sont fascinants. Les Capsiens n'étaient pas de simples chasseurs-cueilleurs, loin de là. C'étaient des innovateurs. Ils ont été parmi les tout premiers à domestiquer le bétail, ce qui a été un tournant majeur pour la région. Ils ont aussi développé un art symbolique très complexe, en créant des bijoux, en gravant des motifs géométriques qui sont en fait l'ADN de l'art berbère qu'on connaît aujourd'hui. Leurs rituels funéraires, eux, suggèrent déjà une vie spirituelle riche et une vision du monde bien structurée. Des millénaires plus tard, cette culture donne naissance à des structures politiques complexes. On entre dans l'âge des grands royaumes. C'est une période où les Amazighs ne sont plus seulement organisés en tribus, mais forment de véritables nations qui pèsent sur la scène méditerranéenne. À cette époque, l'Afrique du Nord est dominée par deux grandes confédérations. D'un côté à l'ouest, les Massaïzil, avec leur capitale Siga, qui sont souvent les alliés de la puissante Carthage. De l'autre côté, à l'est, les Massil, dont la capitale est la légendaire Cirta. Cette rivalité, elle va complètement façonner le destin de la région pour les siècles à venir. Et c'est de cette rivalité que vont émerger des figures historiques monumentales. On pense à Syphax, le puissant roi des Massaïzil, ou à Jugurtha, le résistant acharné contre Rome. Et puis, il y a surtout Massinissa. C'est lui le grand stratège. En s'alliant très habilement à Rome contre Carthage, il va réussir l'exploit d'unifier les deux royaumes pour créer la Grande Numidie. Un État prospère, fondé sur une agriculture florissante et une armée redoutable. Mais attention, l'unification de Massinissa n'apporte pas une paix éternelle. L'Afrique du Nord, avec sa position stratégique et ses richesses, attire beaucoup de convoitises. Une nouvelle ère commence alors, une ère marquée par la résistance face à une vague incessante d'envahisseurs. C'est une succession de puissances étrangères qui semblent ne jamais s'arrêter. Il y a d'abord eu Carthage, la voisine phénicienne, ensuite Rome qui s'impose après les guerres puniques, ce conflit titanesque pour le contrôle de la Méditerranée. À la chute de l'Empire romain, ce sont les Vandales qui déferlent, suivis des Byzantins qui essayent de restaurer l'ordre, et enfin la conquête arabe du 7e siècle qui va durablement transformer le paysage religieux et culturel. Chaque vague apporte son lot de destruction, c'est sûr, mais aussi d'échanges. Cette citation de Jugurtha, le petit-fils de Massinissa, est absolument percutante. En quittant Rome, il aurait résumé, avec un mépris glacial, la corruption qu'il venait de voir au cœur même de l'Empire. Cette phrase symbolise parfaitement l'esprit de défi des dirigeants amazighs qui, même face à une puissance écrasante, refusaient de se soumettre et utilisaient toutes les stratégies possibles pour défendre leur souveraineté. C'est un point crucial à comprendre. Cette longue période n'est pas seulement une histoire de conflit. Chaque conquête est aussi un contact, un échange. Le christianisme, par exemple, va s'implanter très profondément en Afrique du Nord et donnera des penseurs majeurs comme saint Augustin. Plus tard, l'islam sera adopté, mais aussi réinterprété, ce qui mènera à la naissance de grandes dynasties amazighes musulmanes. La culture ne fait pas que résister, en fait. Elle s'adapte, elle absorbe, elle s'enrichit. Tout ça nous ramène à notre question de départ. Finalement, comment cette identité a-t-elle pu survivre à tout ça ? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans des piliers culturels si solides qu'aucun empire n'a jamais réussi à les déraciner. Mais avant ça, un point de terminologie qui est essentiel. Le mot berbère, qui vient du grec barbare, est un nom qui a été donné par les autres, souvent avec une connotation assez péjorative. Aujourd'hui, le mouvement culturel privilégie le nom qu'ils se sont toujours donné, Amazigh, l'homme libre. C'est une réappropriation fondamentale de leur propre histoire, de leur propre récit. Alors, quel est ce fameux secret de survie ? Il repose sur une sorte de trinité, sur 3 piliers indissociables.
Premièrement, il y a Awal, la langue, le tamazirt. Ce n'est pas qu'un outil de communication, c'est le véhicule de l'âme d'un peuple. C'est ce qui transmet les lois, les poèmes, la mémoire collective. Deuxièmement, Tamunt, le lien de parenté. C'est cette solidarité tribale extrêmement forte qui assure la survie du groupe face aux menaces extérieures et qui préserve les structures sociales. Et enfin, Akal, la terre. C'est un lien sacré, quasi spirituel, qui ancre l'identité dans la géographie. La langue, la communauté et la terre, ensemble, ces trois piliers ont formé un bouclier culturel si puissant que les empires, malgré toutes leurs forces militaires et administratives, n'ont jamais pu le briser. L'histoire des Amazighs n'est pas une histoire figée dans le passé. C'est un récit vivant qui continue de s'écrire aujourd'hui. La question qui reste ouverte, c'est de savoir comment cet héritage millénaire, fondé sur la liberté, la communauté et le respect de la terre, continuera d'évoluer et d'inspirer le monde de demain.